Bonjour, je m'appelle Fanny Seligman et voici le podcast 100 degrés. 100 degrés, c'est le point d'ébullition. Une ébullition entre trois cerveaux. Trois cerveaux d'entrepreneureuses, d'actrices du secteur des industries culturelles et créatives et de l'innovation. Réunis aujourd'hui autour d'un sujet de société sous un angle un peu farfelu, le tout en titillant leur créativité, leur imagination et en laissant libre cours à leurs pensées. Ce podcast a été créé, imaginé et produit par l'équipe de Media Lab du TRAC et porté par le KIC et en mieux. Alors aujourd'hui, j'accueille trois invités qu'on a trouvés pertinents pour notre thématique du jour, écologie versus technologie. Il s'agit de Benoît Vriens, Jonathan Reyes et Camille Chatelier. Benoît est un des partenaires chez Speed, une agence de communication qui cultive votre existence web ainsi que l'identité de vos produits et services grâce à une méthodologie précise basée sur le design d'expérience utilisatrice. Avec son regard empirique et expert sur les métiers du digital et une vision éclairée sur l'évolution des plateformes et formats existants, nous sommes heureux de l'avoir parmi nous. Bienvenue Benoît. Merci. Nous accueillons ensuite Jonathan, qui a cofondé ATLR Engineering, qui est une boîte d'accompagnement en ingénierie électronique. Grâce à ses connaissances techniques dans l'architecture hardware et son expérience dans l'idéation et le prototypage de projets innovants, Jonathan est le candidat parfait pour venir confronter la technologie aux questions écologiques. Salut Jonathan. Salut. Pour compléter ce trio, nous invitons Camille. Elle est la cofondatrice de Mojo Agency, une agence de communication responsable au service des organisations à impact positif. Forte de son engagement, Mojo est portée par des valeurs humaines et écologiques. Et Camille a co-créé cette agence sans actionnaire en proposant une vision innovante de la communication digitale au sens large. Bonjour Camille. Bonjour. Du coup, pour commencer, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table sur, qu'est-ce que le thème vous inspire. Donc, pour rappel, le thème est écologie versus technologie. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire de pouvoir confronter ces deux thématiques ? Moi, ça m'inspire beaucoup parce que c'est quelque chose que je fais au jour le jour. Il y a beaucoup de clients qui, à l'heure actuelle, ont cette vue justement sur le point de vue écologique de leurs produits. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on réfléchit tous les jours, comment justement utiliser la technologie tout en restant écologique. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Trop bien. Mais pareil pour nous, chez Mojo, c'est aussi un sujet qu'on traite au quotidien. Et c'est aussi un sujet plus large, philosophique, parce que ça touche vraiment à des questions de l'usage des technologies, mais aussi qui pose la question de la relation, justement. Technologie, c'est aussi lié à l'idée d'innovation. Innovation, c'est fondamentalement lié à la question de progrès. Progrès qui est aussi lié à l'idée potentiellement de croissance. Donc ça pose vraiment des questions par rapport à notre modèle économique et notre rapport au monde en tant que citoyen, en tant que consommateur. Donc voilà, c'est une large question super intéressante. Et toi, Benoît ? Moi aussi, évidemment, chez Speed, c'est une thématique qui est très présente depuis toujours, j'ai envie de dire. Mais après, évidemment, il y a les effets de mode, il y a les termes d'aujourd'hui, d'hier, de demain. Voilà. Mais moi, évidemment, comme je suis essentiellement designer d'expérience utilisateur, c'est vraiment plus la dimension humaine qui m'a toujours parlé. Et vraiment, c'est une approche plus méthodologique de réflexion. Mais c'est aussi bien l'humain dans les produits qu'on va développer avec les entreprises qui font appel à nos services, mais c'est aussi l'humain dans le rapport qu'on a à collaborer entre nous au sein de l'agence. Ok, merci. Donc, je vais introduire un petit peu le sujet comme une petite description du sujet. Donc, comme on le sait sans doute tous, la technologie n'est pas toujours synonyme d'écologie. Donc, de la fabrication de nos dispositifs jusqu'au stockage des données, la technologie peut avoir un aspect assez immatériel, car Internet ne nous semble pas spécialement palpable au premier abord, mais ça représente quand même 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, donc selon Greenpeace. Les trois sources principales de cette pollution sont les équipements informatiques des utilisatrices, les data centers et les applications numériques, dont, entre autres, la plus énergivore, qui est le streaming vidéo. Donc, dans cet épisode de 100 degrés, j'aimerais parler de croissance exponentielle du développement technologique, son lien éventuel avec la crise climatique et surtout de solutions. Et les idées peuvent être folles.
Donc, je vous invite tous les trois à échanger, lancer vos idées lorsqu'un élément vous interpelle et surtout à laisser vos cerveaux vagabonder dans vos fantasmes les plus fous. Donc, j'aimerais commencer avec une question. Selon vous, est-ce que écologie et technologie sont antinomistes ? Ouf. Moi, effectivement, il y a une dimension qui est peut-être particulièrement intéressante à travailler, mais elle est présente chez tout le monde, je pense. C'est le rapport qu'on a dans notre quotidien à être continuellement dans la contradiction. Donc effectivement, d'un côté, on essaye d'avoir un comportement écologique, mais en même temps, on est consommateur de plein de choses. Et il y a plein de choses qu'on aimerait bien changer. On fait chaque fois un peu comme le colibri, notre petite goutte, on apporte notre petite goutte pour éteindre l'incendie, mais en même temps, voilà, ça reste une petite goutte. Et donc effectivement, il y a cette dynamique typiquement dans la dimension technologique qui est là. C'est-à-dire que forcément, on va consommer de la technologie, on va créer de la technologie, effectivement, dans une réflexion aussi qui est de se dire pourquoi on le fait. Voilà, et donc cette contradiction, elle est là. On utilise des terminaux, des ordinateurs, des téléphones qui sont effectivement aussi dans une dynamique qui n'est pas écologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où même l'essentiel de la technologie n'est pas écologique, quoi. Mm-hmm. Oui, moi je pense que surtout on est à l'heure actuelle dans un monde où on aime bien opposer les choses, dire soit ça c'est bien, soit ça c'est mal. Et je pense que c'est surtout la façon dont on utilise la technologie qui peut être positive ou négative. À l'heure actuelle, il y a énormément de technologies qui vont justement nous aider à lutter contre le réchauffement climatique, mais il y a aussi énormément de gadgets que l'on utilise tous les jours et qui, eux, sont des catastrophes. Donc, oui, voilà, il faut savoir utiliser les outils pour les bonnes choses et en utilisant bien les outils, forcément, on va aller vers un mieux, je pense. Je ne sais pas si tu as un avis. Oui, je partage les deux points de vue. C'est vraiment une question qui est vraiment liée aux usages. Dans plein de secteurs, typiquement la santé par exemple, on voit que tout ce qui est lié à l'innovation technologique a vraiment plein de bénéfices pour les patients. Faire des opérations avec des micro-robots, c'est juste dingue. Mais dans d'autres secteurs, on peut se poser quand même des questions quand on construit des distributeurs automatiques de croquetage pour les chats. Peut-être que c'est pas forcément un usage qui est essentiel pour le bien commun, mais comme tu le dis aussi, on n'est pas dans un monde noir ou blanc, on vit tous en 2023, donc il faut aussi s'adapter à l'environnement qui nous entoure. Et on ne peut pas se couper et revenir à la préhistoire, quoi. Donc, c'est pas réaliste. Donc, en effet, il faut se poser les bonnes questions des usages et aussi de notre relation aux choses et de tendre vers peut-être plus de sobriété. Alors, c'est un grand mot qui revient, qui est à la mode. Sobriété du numérique, sobriété un peu dans tous les sens. En tout cas, nous, en tant qu'agence de communication, on se pose quand même la question parce qu'on est une agence qui essaie d'être la plus engagée possible. Mais, comme tu le dis, Fanny, le numérique, bien qu'il soit impalpable, a quand même des effets néfastes sur plein de domaines. Donc, on fait notre part des choses, mais on est loin d'être irréprochable. Enfin, c'est difficile d'être parfait. Mm-hmm. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu considères que la transition écologique serait envisageable avec le développement technologique? Ça rejoint aussi un petit peu ce que tu as dit, Jonathan, par rapport à le fait d'utiliser la technologie comme outil. Mais donc, c'est un petit peu une question conjointe sur comment, en fait, au final, exploiter ce développement et cette innovation technologique dans une transition écologique, quoi. Qu'est-ce que vous auriez envie d'imaginer, quoi? Je pense qu'on peut te laisser rêver à des technologies qui ont vraiment un impact pour nous sauver de manière globale. On peut penser par exemple à la fusion nucléaire qui serait vraiment quelque chose de merveilleux d'un point de vue production d'électricité. Cependant, je pense que imaginer qu'on va s'en sortir juste parce qu'on a un énorme breakthrough d'un point de vue technologique, c'est pas très safe comme solution. Il faut continuer à avancer dans ce genre d'avancée, mais il faut aussi, d'un autre côté, réfléchir un peu toutes nos façons de consommer. Et de nouveau, j'aime pas l'idée d'opposer les choses. Il faut faire les choses en même temps. Et je pense que c'est la somme de beaucoup de petites choses qui peuvent amener vers quelque chose de positif. Je pense par exemple au fait qu'à l'heure actuelle, je vais parler du milieu de l'électronique, c'est parce que c'est de là que je viens. La plupart de l'électronique produite dans le monde est produite en Chine.
c'est pas le pays le plus safe d'un point de vue production de CO2. On est en train d'en revenir, je vais dire grâce à la crise Covid, mais c'est un peu bizarre de dire grâce. Mais on est en train de faire revenir des fonderies par chez nous, on est en train de ramener ces technologies en Europe, et je pense que c'est une des solutions qui va nous permettre aussi de simplement avoir une production plus propre et permettre de justement utiliser ces technologies de façon peut-être plus responsable et les produire de façon plus clean, quoi. Oui, je pense que c'est aussi changer les approches, et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a quand même des mouvements qui se mettent en place, notamment tout ce qui est logique circulaire. Donc on voit qu'on peut essayer d'utiliser tout ce qui est outils technologiques à disposition qui sont déjà existants, d'arriver à augmenter leur durée de vie, d'arriver à les réparer avec des repair cafés, avec justement des entreprises comme Fairphone ou comme Back Market qui proposent justement de réutiliser l'existant plutôt que construire des nouveaux produits. Donc tout ce genre de démarche est assez encourageante, je trouve. Et puis, moi, je pense aussi qu'il y a, à mon niveau plus personnel et au niveau de l'agence, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation, en fait, qui est là. On parlait tout à l'heure, tu disais que peut-être c'est un sujet qui paraît complexe, et il l'est parce qu'effectivement il y a une dimension virtuelle à se dire tiens, à quel moment on parle d'écologie quand on parle de technologie, voilà. Et ici en fait on s'en rend compte tous les jours quand on est en contact avec les personnes avec qui on travaille, nos clients, etc. Il y a un gros travail un gros travail, en tout cas il y a une grande marge d'explications, de débats à avoir avec tous ces acteurs qui ont des besoins sur la technologie, justement pour amener cette réflexion sur le fait qu'il y a moyen de consommer moins, qu'il y a moyen d'avoir une démarche écologique en utilisant la technologie. Donc rien que là-dessus, il y a déjà un énorme travail possible, selon moi, quoi. Et du coup, je vais rebondir par rapport à ça, car donc Mojo a travaillé sur un des projets Kik. Donc, il s'agit de King Kong Mag. Et donc, Mojo a développé le site de King Kong. King Kong qui a une option low carbone. Donc, ma question, c'est un peu dans quelle mesure la technologie peut-elle contribuer à la sensibilisation du public à l'écologie et à l'adoption de comportements durables. Et c'est pour ça que j'avais envie d'abord me tourner vers toi, Camille, par rapport à donc, cette question, par rapport à King Kong, du coup. Oui, alors en effet, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, notamment tout ce qui est lié au serveur. Donc par exemple, choisir des hébergements qui soient le plus green possible. Il y a aussi des solutions, par exemple en compressant le poids des images pour faire des sites qui soient moins lourds. Passer au noir et blanc justement pour aussi diminuer au maximum son impact. Donc il y a plein de choses à faire. Aussi ce qu'on essaye de faire avec nos clients, c'est comme tu disais, d'essayer d'avoir une démarche de sensibilisation, en leur disant que voilà, déjà on essaye de réduire tout ce qui est émissions carbone, et ensuite de compenser les émissions restantes voilà, il y a plusieurs choses à faire aussi. Donc voilà, il y a en effet une démarche d'éducation et un volet technologique où on peut mettre en place des choses concrètes pour essayer de diminuer l'impact. Par rapport à toi, tes clients ? Par rapport à nos clients, je pense qu'une des démarches qu'on peut faire qui est relativement simple et qui peut vraiment amener quelque chose, c'est avoir tout un retour vers la low-tech. C'est un peu un buzzword en ce moment. C'est une façon simple d'utiliser des technologies qui sont peut-être plus âgées, qui sont moins énergivores et qui vont peut-être pas amener exactement au même résultat, mais qui, dans certains cas, sont plus que suffisantes. Ouais. Comme ce que je dis souvent, c'est on n'a pas besoin d'un bazooka pour tuer une mouche. Les gens aimeraient bien avoir des écrans 12K, avoir je sais pas, un rétroéclairage hyper actif. Ils aimeraient bien avoir vraiment le produit le plus shiny possible, j'ai envie de dire. Alors que dans certaines situations, ça n'a vraiment aucun intérêt. On peut utiliser même je pense pour le transfert de données, il y a énormément de nouvelles technologies qui permettent justement de faire du transfert de données en device dit ultra low power. On a déjà développé des devices qui peuvent tenir jusqu'à 8 ans sur une pile. À l'heure actuelle, il y a vraiment des avancées justement dans le fait de développer des appareils qui consomment le moins possible et qui récupèrent aussi l'énergie qui peut être perdue en energy harvesting sur des microcontrôleurs qui peuvent tourner sur
vraiment des quantités d'énergie ultra faibles et qui peuvent quand même transmettre de la data et donc rester dans ce monde de l'Internet des objets qui, à l'heure actuelle, est vraiment en train de se développer, quoi. Est-ce qu'il y aurait des actions que vous envisageriez, donc comme par exemple avec King Kong? Je sais que Benoît avait fait aussi il avait fait une conférence par rapport à ça, justement pour expliquer que il se rendait bien compte que voilà, un site internet dans tous les cas va consommer, mais donc comment essayer de faire ça comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres actions que soit une de vos entreprises ou agences envisage justement pouvoir continuer à entretenir un rapport durable avec les clients, mais aussi de nouveau un peu à continuer à sensibiliser un petit peu à la consommation des technologies et d'Internet, etc. Et si tu parlais, Camille, de sobriété numérique, et effectivement, moi j'aime assez bien ce terme aussi, parce qu'il y a ce rapport de dire que la consommation est là, mais elle peut se faire dans un rapport de sobriété, et donc amener cette dimension que, en fait, c'est peut-être ça dont on a besoin. Tu parlais du low-tech. Low-tech, sobriété, je pense que c'est vraiment deux termes qui sont parallèles sur beaucoup de choses. Et donc, c'est ça, c'est amener souvent les clients dans une réflexion de se dire, mais qu'est-ce que vous avez réellement besoin ? Quels sont vos réels besoins ? Donc, c'est vrai qu'un site internet, aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'effets dedans, qu'il doit être impacté visuellement les personnes qui vont dessus, ou au contraire être dans un rapport qui est par exemple beaucoup plus dans l'inclusion, qui est aussi dans un rapport de se dire l'accessibilité de l'information. Donc à partir du moment où on travaille beaucoup plus sur un rapport d'accessibilité, c'est-à-dire vraiment de faire en sorte que l'information, tu parlais des datas, soit les plus disponibles pour les gens qui vont sur le site internet ou qui vont sur le média internet de manière globale, eh bien on est dans cette réflexion aussi de sobriété, c'est-à-dire que c'est l'information d'abord et pas nécessairement l'enveloppe qui va amener peut-être une consommation beaucoup plus importante. Du coup, j'ai une question qui va être peut-être un peu confrontante, mais quelle serait du coup la différence entre faire un petit effort et du greenwashing ? Waouh. Mais en fait, c'est ultra difficile parce que le nombre de fois où on s'écoute parler et puis juste après on dit putain, c'est du bullshit en fait, c'est du greenwashing, c'est horrible parce qu'on a l'impression que le discours qu'on a avec les gens, peut-être même aujourd'hui autour de la table, mais oui, ça peut être très très vite pris pour du bullshit complet parce que concrètement, c'est un peu ça, notamment dans les jeunes générations, ils souhaitent du concret, etc., quand ils se mobilisent. Et donc ici, effectivement, voilà, c'est quelque chose... Moi, je pense qu'à partir du moment où on développe une réflexion et d'une certaine manière, qu'on implique toutes les personnes dans cette réflexion, c'est plus du greenwashing, quoi. C'est pas juste une connaissance qui est personnelle sur un sujet, j'ai suivi une formation, j'ai fait ceci, mais c'est quelque chose qui est collectif. Donc déjà, je trouve qu'il y a quelque chose, quand je dis collectif, ça peut être au sein de l'agence, parce que chez nous vraiment, c'est quelque chose qui est collectif. On a vraiment tous des espaces pour pouvoir parler et échanger sur cette thématique-là. Et puis voilà, et puis effectivement, après, elle est transmise à nos clients, elle est transmise dans nos projets, dans la façon dont on travaille, quoi. Oui, mais chez nous, c'est une question qui est à la fois très complexe et qui est au cœur de notre métier. C'est vrai qu'en tout cas, on accepte des clients, on travaille avec des clients qui sont engagés ou qui mettent en place des choses très concrètes pour améliorer les choses. Donc au début, c'était très facile, c'était beaucoup d'ONG, de fondations, d'entreprises sociales. Et maintenant, on voit que tout le monde veut se mettre au green, même des grosses entreprises, on va dire traditionnelles. À la fois, c'est génial parce qu'on se dit, voilà, pour que les choses changent, il faut aussi que les gros paquebots changent leur méthode de travail et leur vision du monde. Mais en même temps, voilà, avec l'écueil que tu viens de mentionner du greenwashing. Donc, on avait essayé au départ de mettre en place une espèce de grille pour qu'on puisse évaluer le degré d'intégrité de chaque organisation avec plein de critères, etc. Et en fait, c'était hyper compliqué. Enfin, en fait, c'est, comme tu le disais aussi, c'est ni noir ni blanc. Finalement, on a un peu mis de côté cette grille et on s'est dit qu'on faisait plutôt au cas par cas en essayant de
palper et de voir si vraiment déjà le board de l'organisation était impliqué dans cette démarche, ou si c'était juste le département com qui voulait un peu reverdir leur image. Et en fait, ça se sent assez vite. Et donc finalement, on a décidé de justement d'accompagner toujours on va dire les acteurs qui sont déjà engagés, mais aussi d'accompagner ceux et celles qui veulent aller vers plus de responsabilité, on va dire. Mm-hmm. Donc peut-être des entreprises qui sont plus classiques, mais qui commencent à mettre en place des choses. Voilà. Trop bien. Oui, je pense que c'est compliqué de justement mettre la limite entre ce qui est du greenwashing et ce qui est vraiment une volonté, parce que justement, ça dépend de la volonté des gens et c'est pas quelque chose qu'on peut voir de façon évidente. C'est très difficile de juger certains secteurs, en fait. Il y a des secteurs qui vont forcément être beaucoup moins verts que d'autres. Moi, je travaille dans l'électronique. Produire des PCB, c'est une catastrophe. Ça consomme énormément, ça utilise des produits chimiques. Donc c'est très compliqué pour une société qui fait de l'électronique d'être verte, tout comme je dirais des sociétés qui travaillent dans la pétrochimie. Il y a des actions à faire, mais oui, ce ne sera pas quelque chose qui sera clean quoi qu'il arrive. Après, évidemment, c'est aussi à ces sociétés-là de mettre des actions en avant pour rendre la chose la plus verte possible. Mais on ne peut pas comparer tous les secteurs et dire vous devez émettre les mêmes quantités de CO2, alors qu'en fait, on attend de tous les secteurs qui continuent à produire, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué. Et c'est là que c'est compliqué de dire, OK, je prends un exemple assez gros, Total fait du greenwashing, ils en font sûrement, mais à côté de ça, on a tous des voitures, enfin, pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui ont des voitures et qui en ont besoin. Et sans ce moyen de transport, on serait tous dans une situation vraiment pas évidente. Donc, c'est un peu touchy, je trouve, de vraiment savoir qui est dans une manœuvre volontaire et qui cherche vraiment à changer les choses et qui profite juste de la vague et surfe dessus pour avoir une belle com, quoi. Mm-hmm. Il faut savoir aussi qu'il y a des éléments normatifs sur lesquels on peut se baser. Donc il y a des normes, il y a des labels, il y a toute une série de choses sur lesquelles effectivement on peut d'une certaine manière aller plus loin que le discours. Et le discours étant peut-être la dimension où c'est juste du greenwashing, ou à voir, mais dans certains cas, ça peut être le cas. Et effectivement, quand tu t'engages dans la réflexion d'obtenir un label, ça veut dire que pour obtenir ce label, tu as développé une réflexion en interne, tu as fait des formations, tu es capable de faire labelliser un site internet sur certains critères, tu respectes une norme qui est une norme européenne X ou Y, et donc à partir de ce moment-là, c'est plus juste du discours, il y a vraiment on va plus loin dans cette réflexion-là. Mais c'est vrai que, de nouveau, dans le rapport greenwashing, Camille, je ne sais pas si tu peux témoigner de ça, mais effectivement, on reçoit pas mal d'appels d'offres aujourd'hui où cette dimension de réflexion écologique doit être présente et on doit montrer qu'on sait le faire. Mais effectivement, dans la pratique, souvent, en fait, on ne le fait pas. Mm-hmm. Et ça, c'est parfois... là, c'est le greenwashing vécu dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on doit montrer qu'on est capable de le faire, mais finalement, ce n'est pas une compétence qui est utilisée réellement dans le projet, quoi. Mm-hmm. Oui, ce qui est compliqué, c'est qu'on vit dans un environnement où il y a une compétition avec des acteurs qui ne sont pas encore... Enfin, on ne combat pas à armes égales. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une entreprise qui décide de tout passer en noir et blanc, ou compresser ses images, ou justement éliminer les images et faire que du texte, versus une autre entreprise qui en envoie, enfin, qui est beaucoup plus eye-catching, c'est compliqué, en fait, de sortir du lot. Il faudrait que tout le monde s'y mette et qu'il y ait potentiellement plus de normes, plus de règles. Mais ça change. Enfin, on voit en tout cas au niveau européen que maintenant les organisations sont un peu obligées de se mettre au pas. Et il y a quand même maintenant des rapports qui vont être rendus obligatoires. Avant, il fallait montrer son impact, les résultats financiers. Maintenant, il va falloir aussi montrer les résultats, on va dire, RSE, donc montrer... l'empreinte carbone, mais aussi l'empreinte sociale, écologique, économique. Donc tout ça, ça va faire un peu évoluer les mentalités, je pense, par la contrainte, mais bon, c'est peut-être bien. Merci.
Dans vos fantasmes les plus fous, si vous pouviez utiliser la tech pour sauver la planète, évidemment, c'est hyper vague et complexe, mais voilà. Si on pouvait concevoir donc en fait des technologies avancées qui vont réparer activement les dommages environnementaux causés par l'humanité, comme la déforestation ou la pollution, quelle serait la baguette magique que vous auriez envie de créer? C'est chaud. Ça peut être un filtre géant qui va, genre une passoire géante pour filtrer le plastique des océans. Ça peut être vraiment, un aspirateur qui absorberait que les trucs de carbone, les gaz à effet de serre. Je vais y arriver. Les gaz à effet de serre. Ça pourrait être plein, juste un truc qui permettrait d'avoir un gros impact qui permettrait des avions qui parsèment des graines, des avions qui passent au-dessus des forêts déforestées avec plein de graines, et du coup, ce serait trop beau. Mais ce qui est compliqué, c'est que là, en fait, on parle de compenser des émissions, alors que je pense qu'il faudrait aussi changer les usages, les usages, et se dire qu'il faudrait peut-être prendre moins l'avion, et en fait, se dire qu'au lieu de prendre l'avion tous les trimestres pour aller faire des week-ends en Europe, on essaie de le prendre, de diminuer, d'essayer de diminuer notre consommation. On parlait de sobriété numérique, mais c'est aussi sobriété du quotidien. Parce qu'on se rend compte que même quand on voit des programmes de compensation, par exemple en replantant des arbres, on s'est rendu compte que il y avait parfois que c'était pas aussi efficace que ce qui était vanté. Donc peut-être mettre plus d'investissement dans tout ce qui est recherche et innovation pour essayer de trouver des solutions géniales que tu mentionnais, mais aussi changer notre usage. Oui, moi je pense que le rêve, peut-être que je réponds à côté de la plaque par rapport à ta question d'origine, où je ne vais pas arriver avec un avion qui va une idée géniale qu'on va pouvoir réaliser juste après, mais moi je pense qu'effectivement c'est beaucoup plus dans un changement de mentalité, quoi. J'ai vraiment... On a parlé parmi des termes de dire consommateur, il y en a qui aiment, qui n'aiment pas, en disant je ne suis pas juste là pour consommer, mais en fait j'agis, ou en tout cas j'ai une réflexion sur le rapport que j'ai à ma consommation. Mais il y a aussi une autre dimension qui est la décroissance, effectivement, à aller vers un autre modèle qui n'est pas qu'on peut de manière exponentielle toujours consommer à l'infini. Et donc c'est ce rapport-là, c'est de se dire que d'une certaine manière, si on avait tous cette prise de conscience et qu'on était tous capables effectivement d'amener cette réflexion sur la décroissance et sur l'action en termes de consommateurs, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui seraient déjà différentes dans notre monde d'aujourd'hui. Et donc, pour moi, la réflexion, elle est là. C'est comment le discours qu'on utilise, le discours médiatique notamment, c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup. On entend beaucoup, effectivement, il y a une catastrophe de l'autre côté de la planète, il y a des températures horribles cet été, etc. Mais il n'y a pas je trouve qu'il n'y a pas encore suffisamment ce discours. Et c'est vraiment quelque chose je trouve qu'il y a plein de choses à faire autour de ça, de ce discours. Mais ça, je suis assez d'accord avec vous deux. Mais par contre, ce qui, moi, me pose problème personnellement dans ce discours-là, c'est que, de nouveau, c'est un peu la faute du consommateur et de l'individu. J'imagine qu'on est totalement d'accord sur le sujet, mais dans le sens, par exemple, le fait que, justement, ils ont tendance à nous dire « Ah, vous prenez trop l'avion », pour prendre ton exemple, sauf que, moi quand je vois, évidemment je me déplace à vélo, pendant 3 ans j'ai pas pris l'avion parce que justement pour des raisons écologiques j'étais non, maintenant que quand je vais en Europe je prends le train, et c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé, pendant plus de 3 ans j'ai vraiment pas mis un pied dans un avion, et j'étais vraiment très stricte avec moi-même. Et puis après, quand je vois qu'il y a machin truc qui se balade en jet pour aller en plus à une réunion pour parler d'écologie, moi, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, ma gourde, je vais arrêter de me priver d'aller m'acheter une bouteille d'eau pétillante une fois de temps en temps, parce que, je vais arrêter de me priver de prendre l'avion, alors qu'en fait, il y a quand même une strate et une ampleur assez méta sur ce problème qui est vraiment la crise climatique. Et elle est vraiment un problème qui vient d'en haut et qui
qui devrait être plus englobante aussi au niveau des actions, quoi, parce que je veux dire, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites en dehors que les petites actions individuelles, parce que fatalement, voilà, les collègues et moi, il y en a certains, on mange pas de viande. De nouveau, c'est pour des raisons écologiques et éthiques. Mais quand je me pose 2 secondes, je me dis, bon, ouais, enfin... c'est pas parce que je mange pas mon steak ou mon poisson du vendredi que c'est... Voilà, il y a quand même une étape au-dessus, quoi. Je veux dire... Ouais, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il faut plus de normes. Là, c'est des normes que tu t'infliges à toi-même, mais il faudrait qu'il y ait des normes qui s'infligent à tout le monde et aux organisations. Qui, elles, on va dire, ont un impact beaucoup plus grand que juste nous en tant qu'individus. Le problème, c'est qu'après, on parle dès qu'on touche aux normes, ça touche aussi à la liberté individuelle et à la liberté collective. Et du coup, faut éviter... L'écueil, c'est de rentrer dans tout ce qui est dictature verte. Donc, c'est des questions qui sont sensibles et philosophiques. Oui, tout à fait. Ouais, en effet, je pense que si on va avoir En fait, il y a 2 techniques pour avoir un gros impact niveau chiffres. Soit on est très nombreux à faire de petites actions, soit c'est quelqu'un qui a un très grand impact, qui fait une grosse action. Et de manière générale, je pense qu'on est dans une situation où il va falloir faire les 2. Mais en effet, c'est très difficile de faire beaucoup de petites actions au plus grand nombre quand on voit que le pourcentile 0,1... lui se permet de voyager en avion tous les jours, je sais pas, utiliser des voitures qui consomment 20 litres au 100, en avoir 50, toutes ces choses qui n'ont vraiment que très peu d'intérêt et qui au final ont un impact qui est non négligeable sur l'effet global, quoi. Mais tu vois, si je reviens sur le rapport au discours, à partir du moment où tu as un discours qui est quand même majoritairement, avec lequel on vit, c'est de se dire que pour être heureux dans la vie, j'ai un rapport à la consommation. C'est-à-dire que je dois avoir une maison, je dois avoir une voiture, je dois pouvoir partir en vacances, je dois avoir toute une série de choses qui vont en fait avoir un impact assez important sur la dimension écologique, sur la planète. Voilà, mais si ton discours il est dans un autre rapport et qui n'est pas justement uniquement dans ce rapport de consommation, voilà, mais malheureusement, c'est toute cette partie-là qui est ultra complexe. Tu allumes la télévision ou tu vas sur YouTube, tu as des pubs pour consommer. Le monde politique fonctionne étroitement avec le monde économique dans un rapport où il faut absolument générer du bénéfice quelque part, qui est principalement financier. Et donc, d'une certaine manière, on peut rêver de se dire « Ah ok, j'arrête, comme tu le disais, de prendre l'avion ». Mais en même temps, politiquement, ça ne peut pas passer, quoi. Donc il y a ce rapport de dire, un politique ne peut pas dire, c'est terminé, actuellement les jets privés sur la Belgique, c'est plus possible, ce n'est que des charters et les tickets d'avion vont coûter au minimum 300 € pour faire, et les petites distances sont interdites. Voilà, d'office, il y a c'est un discours qu'on peut écologiquement dire « Ah oui, c'est ce qu'il faudrait faire », mais qui est extrêmement difficile à faire passer. Voilà. Et c'est cette combinaison de choses où on sent qu'il y a des choses qui avancent, mais ce n'est pas encore l'engrenage. Moi, je rêve de cet engrenage. Voilà. Je pense qu'on est plusieurs à en rêver. Du coup, j'avais envie de terminer sur une question que ma collègue Diane m'a donnée, qui est de nouveau une question un peu confrontante, mais qui rejoint aussi la sobriété numérique, mais qui va encore plus loin. En gros, si on n'a pas de solution, est-ce qu'on lâcherait pas une bombe IEM sur la planète pour essayer de régler le problème, quoi. Donc, si vous savez pas ce que c'est, une bombe IEM, c'est une bombe à ondes électromagnétiques qui détruit toute l'électricité et donc qui nous fait retomber à l'âge de pierre. Ouais, je peux réagir directement là-dessus. Je pense pas que ce soit une solution parce que au final, ce que ça va entraîner, c'est qu'on va quand même on a certains besoins de base qui nous permettent de survivre, de la chaleur, avoir un toit et des choses comme ça. Et certaines des technologies qu'on utilise nous permettent de justement réduire l'impact que l'on a pour ces besoins primaires. Le problème, c'est pas ces besoins primaires, c'est les autres besoins qu'on a créés et pour lesquels on utilise aussi énormément d'énergie. Si on balance une bombe IEM et qu'on crame tout,
au niveau du transport, au niveau de la production, au niveau de se chauffer, les gens vont commencer à couper des arbres pour faire des feux chez eux, quoi. Ouais. Je pense que l'impact global de la technologie, vu le nombre qu'on est actuellement sur Terre, est positif, mais que ça pourrait marcher. C'est juste qu'au final, ce que ça va faire, c'est que ça va réduire drastiquement le nombre de gens qu'il y a sur Terre. Et ça, c'est une autre solution. Mais c'est une solution que je ne défendrai pas. Oui, c'est exactement ça. C'est comment défendre l'indéfendable. C'est-à-dire que tu pars du principe que, d'une certaine manière, pour sauver l'humanité, on va dire, on doit passer par là. Mais sauver l'humanité, c'est accepter aussi que tu puisses disparaître toi-même, alors, et tes proches, etc. Pour le bien-être de la planète Terre, et pour le bien-être des animaux, et pour le bien-être de l'être vivant, enfin des éléments vivants de la planète, dont les hommes. Mais voilà. Ouais, Qui peut défendre ça Et puis je sais pas si le Moyen-Âge, sur plein d'autres sujets, c'était peut-être pas non plus tout rose. Enfin, quand on voit le taux de mortalité à la naissance, quand on voit le progrès en tout cas qu'on a pu faire au niveau de la santé grâce à la technologie, c'est peut-être un plus. Si on voit au Moyen-Âge la violence qu'il y avait, le droit des femmes, il y a plein de sujets sur lesquels on se dit, bon, en fait, on est peut-être mieux aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est pas tout blanc ou tout noir. Mais... Oui, puis bêtement, quand on a une coupure de courant dans tout le quartier, comme on est tous en train de paniquer juste parce qu'on n'a pas chargé notre téléphone avant et que t'es là, si jamais je tombe en rade, qu'est-ce que je fais ? C'est vraiment un peu ça, genre essayer d'économiser les dernières batteries qu'on a sur l'ordinateur pour pouvoir terminer son film. Voilà, mais oui, c'est vrai que c'est du coup... Voilà, mais c'est la question de Diane. Merci Diane. Ouais, c'est ça. Je voulais vous remercier d'avoir pris le temps, d'avoir donné vos idées, d'avoir échangé sur le sujet qui, évidemment, pourrait encore durer des heures et qui est tellement intéressant. Donc, merci beaucoup pour votre présence et d'être venu et d'avoir pris le temps. Merci Fanny. Merci beaucoup à toi. Vous venez d'écouter 100 degrés, un podcast par le Media Lab du TRAC, Hub Créatif Namurois. Imaginé par Diane Motin, présenté par Fanny Seligman, filmé par Julie Mouvet, monté par Antoine Brasseur, mixé et masterisé par Antoine Brasseur. L'identité visuelle est faite par Minuit Studio. Ce podcast est rendu possible par les fonds FEDER et la région Wallonne qui ont financé les équipements du Media Lab. Le Media Lab est un lieu d'expérimentation et de prototypage dans l'audiovisuel immersif, tel que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le motion capture et tout ce qui touche au domaine du son, comme le podcast et le son binaural. Le Media Lab propose un studio multimédia muni d'équipements de pointe, une programmation de workshops, de rencontres et de conférences dans ces domaines, ainsi qu'un accompagnement personnalisé au développement de projets.